Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super-ordinateur Karl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit? Moi, je n'en dis rien du tout. Que la créativité, elle reste du côté de l'humain. Parlez-moi d'IA, présenté par Jean-Philippe Clément. Bonjour à toutes et à tous, que diriez-vous de vous accorder 30 minutes pour vous interroger sur le phénomène intelligence artificielle, sur ses aspects sociaux, culturels, éthiques, un petit peu techniques et pourquoi pas politiques. Aujourd'hui, on se demande, dans le domaine très masculin de la tech et de l'industrie de l'IA, comment accroître la part des utilisatrices de services d'IA. On peut partir du constat de la très forte présence masculine dans la sphère technique pour essayer de comprendre ce que cela induit globalement sur les comportements. On peut aussi se demander comment agir sur cette situation et quelles solutions on pourrait proposer. Cause commune, 93.1 FM. Vous êtes bien sur Cause Commune, la voix des possibles, la voix des communs. Vous nous retrouvez sur cause-commune.fm, notre site internet et notre app mobile. Vous nous retrouvez bien entendu sur la bande FM 93.1 à Paris et le DAB+, et sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas, si vous aimez cet épisode, si vous aimez cette émission, lâchez-nous des petites étoiles, des petits pouces. C'est notre seule récompense et cela nous fait connaître car ça manipule les algorithmes. Et c'est cool de manipuler un algorithme. Vous écoutez Parlez-moi d'IA. Si vous m'avez suivi dans les allées du dernier salon du Big Data et de l'IA, en octobre 2024, émission 47 s'il vous plaît, vous avez pu remarquer mes difficultés à équilibrer les prises de parole masculines et féminines à mon micro. J'ai dû littéralement rechercher des interlocutrices, alors que je n'avais aucun souci pour trouver des témoignages d'hommes. Vous me direz, et alors la tech a toujours été plus masculine que féminine. D'ailleurs, dans les écoles d'ingénieurs, les hommes sont surreprésentés. Et on retrouve ensuite ces proportions dans l'industrie. Oui, ça c'est un état de fait. Mais peut-on s'en contenter ? Quand une industrie a ou va avoir de grandes conséquences sur la société, sur les individus, est-il vraiment sans conséquence que la moitié de la population participe de manière, entre guillemets, minoritaire à sa conception, à sa mise en œuvre, à son utilisation ? Si le développeur n'est pas sensibilisé au biais de genre parce qu'il est du bon côté des conséquences, comment on fait évoluer une société de plus en plus construite sur ces dispositifs socio-techniques qui sont du coup biaisés ? Cette question, elle n'est pas anodine. On va parler d'IA aujourd'hui, c'est sûr, mais on va aussi parler d'évolution de la société autour de ces questions. Bon, alors vu mon âge, mon sexe, ma culture, je ne suis pas sûr d'être toujours le mieux placé pour pouvoir l'aborder. Mais c'est une question qui m'intéresse, parce que c'est des changements fondamentaux, et ça se passe sous nos yeux, sous les yeux de ceux qui veulent bien les voir, et de ceux qui veulent bien arrêter de regarder dans le rétroviseur de notre société. Je ne suis pas forcément dans ma zone de confort, mais heureusement pour moi, notre invitée du jour m'a accompagné et va m'accompagner dans cette réflexion. Elle est dev, elle est enseignante, elle va se présenter. Elle propose une formation courte à l'IA qui est dédiée aux femmes, qui ne sont pas forcément tech d'ailleurs, et qui veulent utiliser ces nouveaux outils. Bonjour, Alexia Toulmé. Bonjour Jean-Philippe. Bienvenue dans le studio de Cause Commune à cette heure matinale. Parlez-moi d'IA, Alexia, mais d'abord, parlez-moi un peu de votre parcours. C'est important de bien le comprendre. Quelle est votre formation ? Vous êtes ingénieur ? Alors, j'ai commencé dans des études qui n'avaient rien à voir. J'ai étudié les affaires publiques à Sciences Po. Et à la fin de mon diplôme, je me suis rendu compte que j'avais envie d'étudier des choses plus concrètes parce que j'avais eu différentes expériences professionnelles dans le numérique. Et à chaque fois, j'étais assez fascinée par les développeurs qui créaient des produits. Et donc, je suis passée par l'école 42, qui est l'école pour devenir développeur ouverte à tous et à toutes, sans préalable technique. Et donc, c'est une école qui est à Paris. Et c'est ce qui m'a permis, en 1 an et demi, de me former au développement et de m'orienter vers le développement web. J'ai vu aussi que vous aviez fait quand même pas mal de chinois. Oui. Je trouve que c'est intéressant parce que dans un parcours, en fait, il y a toujours des choses qui sont pas forcément logiques, mais qui apportent dans la manière de construire le parcours. Si vous deviez essayer de trouver ce que le chinois vous a apporté dans votre parcours et peut vous apporter aujourd'hui, vous diriez quoi ? Ça vous apporte quoi, le chinois, aujourd'hui ? Alors moi, j'adore en fait le chinois parce que je trouve que c'est une langue qui est extrêmement logique
dans la construction, par exemple pour les caractères, on retrouve des radicaux qui ont des sens. Et même sur les structures grammaticales, c'est beaucoup plus simple où il n'y a pas de conjugaison même par rapport au français, à l'anglais, etc. Et donc je dirais peut-être une recherche d'une certaine logique. Donc déjà un peu finalement un profil dev où il faut que ça soit logique, il faut qu'une boucle soit construite logiquement pour qu'elle fonctionne. Peut-être. Et même... Je sais pas, j'extrapole complètement. Non, mais moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est quand... Souvent, on a tendance à penser au développement comme quelque chose de très mathématique, ouais. Mais dans le sens technique et inaccessible. Et pour moi, j'ai tendance à voir le développement comme une forme de langage, en fait. Une linguistique. Une linguistique, exactement. Et au final, je suis pas du tout experte en maths, mais j'imagine que si on parle à des experts en maths, ils peuvent voir aussi les maths de cette manière-là. Alors, vous avez un cursus, donc on va dire, au départ, littéraire. Et oui. Tout d'un coup, vous vous lancez un défi, finalement. Et vous vous dites, allez, je vais aller suivre ce cursus, à l'époque, un peu étrange quand même, et un peu iconoclaste, de l'école 42. Est-ce que vous pouvez Donc, c'était en 2016, c'est ça ? C'est ça. Et voilà, comment vous rentrez à 42 comment vous cheminez dans 42 ? Alors, ce qui est assez amusant, c'est que moi, à l'époque, je refusais de voir que c'était une reconversion. Et je me disais, non, mais je vais en faire quelque chose et de Sciences Po et de 42. Et je refusais d'admettre qu'il fallait bien que je passe par la case reconversion et me mettre à fond dans le développement pour trouver mon cheminement. Et donc, quand j'ai atterri à 42, j'ai été un petit peu perdue. Je me souviens de la première semaine où j'ai failli tout abandonner au bout du 5e jour. Ah oui, carrément. Ouais. Et... Qu'est-ce qui vous a fait tenir, du coup ? Alors, c'est, je pense, un trait de ma personnalité un peu têtue où je me suis dit, ah non, ça va pas se passer comme ça. Je lâcherai pas. Je lâcherai pas, ils vont voir. Je l'avais pris très personnellement. J'avais eu des échecs. Je l'avais pris très personnellement alors que ce n'était pas du tout personnel. Et au final... Vous avez trouvé des soutiens, finalement, au sein de 42 ? Oui, j'ai réussi à trouver des personnes avec qui avaient des âges similaires à moi, parce que j'étais un petit peu plus âgée que certaines personnes. À l'époque, c'était entre 18 et 30 ans. Ouais. Moi, j'avais 25 ans. Et donc, j'ai trouvé des profils avec lesquels je me sentais à l'aise. Et à l'époque, l'école était déjà très masculine, déjà très masculine en fait. Alors, même à l'inverse, à l'époque, c'était 8% de femmes, ah oui. 92% d'hommes. Et justement, aujourd'hui, ça a changé parce qu'il y a une vraie volonté de corriger cette tendance-là. Mais d'ailleurs, à l'époque, vous aviez eu une initiative au sein de 42 ? Oui, j'avais essayé de monter une initiative où on avait plusieurs actions dans l'école. Je pense qu'on était un peu trop ambitieux et ambitieuses dans l'association pour les moyens qu'on avait et surtout pour la capacité d'action voilà. Et de changement. Ouais. C'était quoi vos objectifs du coup ? Donc il y avait de la sensibilisation interne pour expliquer que le fait qu'on soit que 8%, c'était pas facile, ouais. Alors que c'était peut-être pas forcément à nous de faire ça. Sensibilisation externe pour montrer que le fait qu'il n'y avait pas de femmes dans la tech, c'était un problème. Ouais. Et il y avait aussi, par contre, ça, je pense que c'était beaucoup plus utile. Il y avait tout un aspect mise en place d'un safe space dans l'école où pendant la piscine, donc qui est un format un petit peu particulier, très intensif pendant le premier mois. Jour et nuit. Ouais, alors nuit, je le recommanderais pas, mais oui, on peut travailler jour et nuit si on veut, et 7 jours sur 7, et donc c'est hyper intense, et c'est assez dur même émotionnellement, si en plus le fait d'appartenir à une minorité... ça vous met dans une situation un peu compliquée, voilà. Ça ne facilite pas les choses. Et du coup... pas eu trop d'écho sur ces propositions à l'époque ou quand même des petits changements au sein de 42 et une écoute? Alors à l'époque, ça dépendait. Enfin, il y avait des personnes qui nous soutenaient à fond et d'autres personnes qui n'étaient pas forcément très réceptives. C'était avant MeToo, ouais. Donc ça aidait pas forcément. Et vous disiez que maintenant ça a changé avec l'arrivée de Sophie Viget. Oui. Ça a évolué. Ah, ça a complètement évolué. Elle a complètement porté cette cause-là. Quitte à parfois secouer certaines personnes au sein de l'école, mais c'était une vraie volonté
D'ailleurs, elle avait fait un groupe de travail pendant plusieurs mois. À son arrivée, c'est ça ? À son arrivée, elle avait invité des acteurs externes, des élèves, des anciens élèves, des anciennes élèves, à travailler sur qu'est-ce qu'on pourrait changer au sein de l'école pour être plus attractive et pour que les élèves qui sont sur place se sentent plus à l'aise. Bon, donc ça, c'était votre formation tech, on va dire ça comme Oui. ça. D'ailleurs, depuis, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de témoignages de développeuses qui sont passées par 42 et qui, du coup, peuvent inspirer finalement d'autres développeuses potentielles à se lancer dans des initiatives comme 42. Et puis, vous avez, du coup, votre premier job après cette période de formation, premier job de développeuse dans une boîte tech. Oui, j'ai travaillé chez Payfit. Donc, c'était ma première expérience après 42. Et ça a été hyper formateur. Parce que parce que déjà, il y a toute une méthodologie concrète du développement. Ouais. Oui, développer, que ce soit... Donc, à 42, on développe beaucoup en langage C. Et moi, dès que j'ai pu, je me suis mise au développement web. Et développer au sein de l'école pour des projets de l'école, c'est une chose. Développer pour... dans la vraie vie. Dans la vraie vie, découvrir la collaboration entre développeurs, le système de pull request, ces choses-là. Et puis les reviews, le monde de l'entreprise du code, ça n'a rien à voir en fait avec l'école. Et du coup, vous vous retrouvez encore une fois dans un contexte, finalement, avec beaucoup de devs. C'est quoi l'ambiance chez Payfit ? Ça fait quoi derrière chez Payfit ? Payfit, c'est un logiciel en ligne qui fait de la fiche de paye et donc qui simplifie la fiche de paye et tous les outils autour, donc déposer des congés, des notes de frais, etc. Donc vous vous retrouvez avec plein de collègues différents. Oui. Mais quand même, j'étais la seule femme sur 30 développeurs à l'époque. D'accord. Et pareil, du coup, ça induit quoi comme manière de fonctionner, de fonctionnement ? Qu'est-ce que vous constatez finalement ? Je trouvais ça assez difficile à vivre comme première expérience parce que j'avais une vraie volonté de m'intégrer et quitte à parfois gommer mes différences et gommer un peu ma personnalité pour m'intégrer dans le groupe. Et au final, c'était épuisant en fait d'essayer de gommer ma propre personnalité. Et... Donc... En préparant l'émission, vous me disiez que finalement, on se retrouve dans un contexte où on a des experts tech autoproclamés qui prennent une place forte et une parole forte au sein du groupe finalement, et qui du coup, sont généralement des hommes pour le coup, parce que là, et qui imposent finalement un rythme, qui impose une façon de voir les choses, qui impose aussi une ambiance générale. Comment ça s'explique ça finalement ? Alors là, quand je parlais de ça, c'était plus dans le monde de l'entreprise en général. C'est pas forcément quelque chose que j'avais rencontré chez Payfit ou non. Il n'y avait pas ça exactement. Il y avait pas. Enfin, c'était pas le problème. Le problème à l'époque, c'était juste le fait d'être la seule femme sur 30 développeurs. Ça met en place une ambiance qui est assez classique, un peu d'école d'ingé. En revanche, oui. Ou de vestiaire de rugby. Ouais, je sais pas si je dirais vestiaire de rugby parce que vous aimez trop le rugby pour ça ? Non, parce que c'est du coup les rugbymen, je les vois pas forcément comme des geeks, alors que des développeurs ensemble, ça devient plus une ambiance un peu geek. Mais oui, c'était un peu particulier. Par contre, sur tout ce qui est geek autoproclamé dans des équipes, j'aurais tendance à dire justement que c'est au sein d'équipes qui sont pas du tout développeuses, qui n'ont pas forcément de compétences techniques. Ouais. C'est ce que je vois aussi chez mes amis qui me racontent comment ça se passe dans leurs équipes, par exemple en communication, en marketing, ou dans toutes les professions que je vois autour de moi, en journalisme, de mon cercle personnel. Et à chaque fois, c'est des personnes ou même dans les apprenantes de Meimei, mais je découvre souvent, et même des témoignages, où les femmes osent moins s'emparer de ce qu'elles ne maîtrisent pas, et des outils qu'elles ne maîtrisent pas, et souvent elles ne maîtrisent pas les outils tech. Et alors qu'il n'y a aucun problème avec les hommes. Les hommes, ils peuvent s'en emparer plus facilement, même s'ils ne les maîtrisent pas forcément à 100%. En fait, il y a cette espèce de confiance en soi, ou de légitimité, en fait, où même si... les hommes ne se sentent pas forcément légitimes, ils vont complètement oser y aller, alors que les femmes vont avoir plus le syndrome de la bonne élève, avoir coché toutes les cases
sur ça, c'est une étude qui est hyper connue, c'est de dire que les femmes ont besoin de cocher toutes les cases pour postuler à une offre d'emploi sur toutes les compétences qui sont requises, là où un homme va en cocher à peine la moitié et va postuler sans aucun problème. C'est intéressant, effectivement, comme façon d'analyser et de comprendre cet état de fait. Et puis après PayFit, vous lancez en freelance. Oui. Freelance dev et également enseignante. Exactement. À peine un an après m'être lancée dans le monde du travail, dans le développement, je me suis lancée en freelance. Je parlais du syndrome de la bonne élève et de ne pas avoir confiance en soi pour beaucoup de femmes. Moi, j'ai la chance, je pense, de ne pas forcément aimer rester dans ma zone de confort et avoir envie de foncer. Et tester les choses. Tester des choses, expérimenter. Et d'ailleurs, quand j'y repense aujourd'hui, donc ça c'était en 2019, c'est pas forcément quelque chose que je recommanderais à quelqu'un qui a tout juste 1 an d'expérience dans le monde du travail de se lancer en freelance. Alors, c'était pas suffisant, vous pensez, comme expérience ? C'était court. C'était trop court. Et du coup, j'ai dû apprendre beaucoup de choses sur le tas, mais le résultat était que mes clients étaient contents. Moi aussi, j'étais contente. Et c'est bien l'essentiel. Et donc, c'est ce qui s'est bien passé. Et oui. Et effectivement, dès que je me suis lancée en freelance, j'ai eu une opportunité avec Open Classroom. Ouais. Et donc, c'était l'adaptation d'un cours qui existait en anglais. Et ils voulaient que je l'adapte en français. Sur quelle matière ? C'était en CSS. D'accord. Et à Sciences Po, vous enseignez à peu près les mêmes choses ? Ou qu'est-ce que vous enseignez à Sciences Po, du coup ? Alors, sur Open Classroom, donc j'ai commencé en CSS, mais après, derrière, ça s'est élargi, la collaboration a continué au fur et à mesure où je continuais le freelance en développement. Ouais. Donc, j'ai pas fait que du CSS, il y a aussi eu du JavaScript, pas mal de React. Là, c'était plus de l'adaptation de cours, c'était vraiment de la création de cours. Vos propres cours, ouais. Et derrière, il y a Sciences Po, l'opportunité d'enseigner à Sciences Po qui s'est présentée. Et donc là, à Sciences Po, c'est des bases de développement web. Donc on fait du HTML, du CSS, du JavaScript. Et j'essaye d'adapter au fur et à mesure. Là, je vais essayer d'intégrer comment utiliser l'intelligence artificielle pour développer. Donc ça, c'est au programme du prochain semestre. Oui, parce qu'on va y venir. Aujourd'hui, vous êtes une spécialiste de formation sur l'IA, bien sûr. Juste une dernière question peut-être sur ce côté formation Sciences Po et Open Classroom. Est-ce que dans ces classes-là, qui sont quand même des classes avec des matières un peu techniques, CSS, c'est la base, mais c'est quand même technique, est-ce que vous voyez déjà des différences, ou vous constatez des différences entre des stagiaires hommes et des stagiaires femmes sur la manière d'aborder la matière et la manière, encore une fois, de se sentir à l'aise avec cette matière? Alors moi, ce qui m'interpelle toujours, c'est que donc à la première séance à Sciences Po, je fais toujours un tour de table pour que les étudiants se présentent et présentent leur parcours et ce qu'ils viennent chercher dans ce cours et s'ils ont déjà des connaissances préalables. Et alors, je fais des généralités, mais c'est mon ressenti. Ouais. Les étudiants n'ont aucun souci à me dire ah bah oui, j'ai des expériences, j'ai déjà codé dans tel langage, tel langage. Et j'ai beaucoup plus de profils féminins d'étudiantes qui me disent ah non mais moi je suis nulle, c'est pas pour moi. Je connais pas et j'ai juste fait du R, j'ai juste fait du JavaScript, mais non je connais rien. Et à chaque fois je peux pas m'empêcher de leur dire si en fait vous connaissez beaucoup plus que la plupart des étudiants de Sciences Po, ou même que moi-même quand j'étais à votre place avant. Oui, donc vous décrivez le même syndrome finalement, une espèce d'assurance. J'ai fait 2 trucs, ça y est, je suis expert. Et inversement, pour les stagiaires féminines, il faut avoir fait beaucoup de choses pour commencer à se dire qu'on a une certaine expertise ou une certaine expérience, quoi. Alors, je dirais pas que mes étudiants s'autoproclament experts pour le coup. Non, je dirais juste qu'ils sont factuels en disant juste j'ai vu ça. Là où mes étudiantes se dévaluent plus. Ouais. C'est un comportement quand même qui est effectivement du coup marqué. À côté de ça, vous me disiez en préparant cette émission que vous avez fait une formation spéciale juste pour vous et qui était effectivement une formation réservée aux femmes sur les finances personnelles, c'est ça? Oui, tout à fait. Et ça a été une petite révélation du coup pour vous. Sous quelle forme finalement?
Oui, alors moi j'ai fait une formation aux finances perso qui s'appelle FEMCA. Je ne faisais pas confiance à ma banque pour me conseiller parce que je savais que leurs intérêts n'étaient pas forcément alignés avec les miens. Et moi, je n'osais pas me lancer, ouvrir un PEA, ce genre de choses. C'était vraiment, j'avais peur en fait de me lancer. Et en fait, je connaissais déjà la personne qui avait fondé cette formation aux finances perso. Ouais. Et je voyais des publications où elle partageait le fait que c'est également un phénomène qui est assez connu dans l'investissement où les femmes n'ont pas du tout confiance en elles et ont énormément de freins à l'investissement. Et donc, non seulement il y a l'inégalité salariale, donc entre les hommes et les femmes, mais il y a l'inégalité de patrimoine qui vient en plus s'ajouter à tout ça et qui accentue les différences entre les hommes et les femmes sur le patrimoine qu'elles se constituent parce qu'elles n'osent pas investir. Et donc, effectivement, moi, j'ai suivi cette formation en me disant j'ai envie de passer à l'action et j'ai envie d'apprendre pour moi-même. Et j'ai découvert une ambiance d'apprentissage que j'ai adorée, où il y avait un véritable... Une sororité. Voilà, une sororité, un cocon. On se donnait des conseils entre nous. Là encore aujourd'hui, donc je fais partie de la communauté des alumni de cette formation. Et on organise de temps en temps des événements. Là, on était, il y a quelques semaines, on était une vingtaine à se retrouver à Paris, dans plein de secteurs différents, et juste à pouvoir se rencontrer, échanger, parler d'investissement, se rassurer les unes les autres. Et c'est hyper agréable. Et ça vous donne envie du coup de faire la même chose, une formation donc dédiée aux outils de l'IA pour des utilisatrices, réservée à des utilisatrices. Moi, j'avais juste envie de bien comprendre en fait finalement comment vous qualifieriez les conséquences, c'est peut-être compliqué comme question, mais de la présence masculine dans une formation et à l'inverse. Qu'est-ce que leur absence, finalement, apporte ? Juste pour qu'on essaie de bien comprendre. Moi-même, je vous pose cette question un peu naïvement pour bien saisir le sujet. Je pense qu'il y a beaucoup plus de facilité à prendre de la place pour certaines femmes. Là où, quand il y a une présence masculine qui va beaucoup plus oser poser des questions, se tromper, mais donc prendre cette place... Mais du coup, les femmes qui sont là, qui ont des caractères peut-être plus discrets ou quoi... On se met en position d'écoute au lieu d'être plus active finalement. Voilà, et donc là, elles vont oser être plus actives. Et même, c'est ce que j'observe dans les sessions, parce que je fais pas mal de sessions de retour d'expérience entre elles. Et donc, j'ai vraiment une ambiance où... Alors, je connais pas les apprenantes que j'ai... en dehors de la formation, mais il n'y a aucun souci à prendre la parole, il n'y a aucun souci à poser des questions, même à se faire des blagues entre elles. Enfin, il y a vraiment une ambiance d'apprentissage que je trouve extrêmement agréable, et même c'est le retour que j'ai des apprenantes, c'est qu'elles ont adoré ces sessions-là. D'accord. Très bien. Très, très clair. Moi, j'avais besoin d'entendre effectivement cette réponse-là. Alors, du coup, passons à Mei Mei. Ça veut dire quoi, Mei Mei ? C'est le nom de votre formation réservée aux femmes. Mei Mei, ça veut dire petite sœur en chinois. Petite sœur, très bien. Et alors, comment ça se déroule, cette formation ? C'est quoi son objectif, finalement, pour les apprenantes qui viennent suivre le cursus, et comment ça se déroule ? Alors, l'objectif pour les apprenantes, c'est d'intégrer l'intelligence artificielle dans leur quotidien. Aussi bien personnel que professionnel ? Aussi bien personnel que professionnel, effectivement. Parce que y a des usages professionnels, ça paraît évident, mais même dans des usages personnels, c'est aussi une possibilité pour alléger sa charge mentale, qui sont des sujets aussi sociétaux féminins. Et... Donc, ça se passe comment, du coup ? C'est sur combien de temps ? Et puis, avec quel déroulé ? Donc, c'est sur 3 semaines. La première semaine est consacrée vraiment à intégrer des méthodologies pour utiliser des LLM. La deuxième semaine est beaucoup plus axée sur la créativité, expérimenter des outils, dans l'image, dans la vidéo, toucher aussi à... des formats qu'elle ne maîtrise pas forcément.
Et la 3e semaine, c'est davantage axé sur la productivité, comment prendre des notes pour soi dans un meeting, Automatiser un peu les processus. automatiser des process. Et en fait, moi, mon objectif caché derrière tout ça, c'est parce qu'elles veulent passer à la vitesse supérieure avec l'intelligence artificielle, parce que en ce moment, l'IA est partout. Mais moi, c'est me servir de l'IA générative comme porte d'entrée pour utiliser des outils tech et leur permettre d'utiliser des outils tech parce que c'est beaucoup plus accessible avec l'IA. Oui. Et du coup, ça se passe à distance. Oui. Avec des petits modules qu'on peut... on a quoi vous me disiez, c'est combien d'heures par semaine qu'il faut y consacrer du coup ? Globalement, donc il y a une session en ligne par semaine qui dure 1h30. Ça, c'est du live. Enfin, ça, c'est du live. Présence, ouais. Et chaque jour, elles ont des exercices de moins d'1 heure. Alors, c'est le temps qu'elles ont envie d'y passer. Donc, ça peut être 10 minutes, comme ça peut être 45 minutes, voire plus, si elles ont envie d'expérimenter encore plus. Et c'est des modules qu'elles peuvent passer d'un module à l'autre, elles peuvent naviguer au sein des contenus, c'est ça ? Oui, donc les contenus s'ajoutent au fur et à mesure tous les jours, mais une fois que les modules sont faits, elles gardent l'accès à ces modules, et puis même les anciennes apprenantes ont aussi accès aux modules précédents, aux modules qu'elles ont déjà faits, et donc à la mise à jour des modules au fur et à mesure. Donc là, vous êtes déjà à plusieurs sessions de formation. Vous avez reçu quel type de profil finalement dans ces sessions ? C'est quel type de profil qui vient vous voir pour vous dire allez, je veux m'activer sur les outils et la maîtrise des outils hein. Alors moi, j'ai beaucoup d'indépendantes qui viennent parce que c'est celles qui ont le plus de facilité à se prendre une formation pour elles-mêmes et à investir sur leurs apprentissages. Donc, j'ai eu beaucoup d'indépendantes en communication, une personne qui gérait un incubateur, j'ai eu une personne qui qui travaille dans le product et qui conseille les agriculteurs pour s'installer, constituer leur dossier juridique. Mais j'ai eu aussi des profils qui étaient un petit peu plus institutionnels. Donc, j'ai eu une personne qui travaillait en ONG, j'ai eu une inspectrice des affaires sociales, j'ai actuellement une apprenante qui travaille au ministère de la Mer. Donc, Et vous me disiez, en préparant l'émission, qu'une collectivité vous avait contacté pour envisager une formation un peu plus de groupe, mais de groupe d'utilisatrices au sein de la collectivité, pour avoir justement cette sphère spécifique entre utilisatrices pour apprendre les outils de l'IA. Tout à fait. Et donc, j'espère que ça pourra voir le jour parce que moi, pouvoir former des agentes qui donc sont probablement assez éloignées du numérique, c'est quelque chose qui m'enthousiasme vraiment en fait. Bon, du coup, et puis vous nous l'avez dit, c'est une porte d'entrée, ces outils IA. Vous voulez potentiellement former à plein d'autres domaines tech. C'est quoi vos prochaines perspectives au-delà des outils IA sur Meimei ou sur autre chose Vous avez envie de former les utilisatrices à quoi ? Moi, ce qui me paraît assez évident, c'est dans la suite, dans la continuité, c'est le no-code. Formé à comment mettre en ligne une page web. Alors, le no-code, on le dit pour nos auditrices et auditeurs. Le no-code, c'est effectivement la capacité qu'on va avoir à développer, à faire du dev, mais sans le langage de développement, par des outils intermédiaires qui permettent de faciliter en fait la mise en place de fonctionnalités. Et donc, les former carrément à devenir dev finalement. À devenir dev avec des outils un petit peu facilités, mais... Dev no code. Dev no code, exactement. Et utiliser des outils qui sont assez accessibles pour pouvoir donner vie à leur projet. C'est ça. C'est une belle conclusion. Tout ça, effectivement, pour donner vie à leur projet. Merci Alexia. C'est l'heure de conclure. Merci pour votre témoignage d'entrepreneuse. Merci pour votre témoignage de femmes engagées, justement, qui donnent des perspectives aux utilisatrices avec les outils de l'IA. On vous retrouve sur votre site joinmeimei. Alors, Meimei, c'est meimei.com. joinmeimei.com. Merci Alexia. Merci Jean-Philippe.
Et merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs. N'oubliez pas de liker cet épisode parce que ça manipule l'algorithme et c'est cool de manipuler un algorithme. On reste sur 93.1 FM sur Cause Commune. Vous pouvez aller voir notre nouveau projet qu'on est en train de sortir, qui est une sorte d'expérimentation. Ça s'appelle Parlez-moi d'IA, toutaccroché.fr. On a mis plein de contenus dedans. Il y a bien sûr de l'IA à l'intérieur et vous pouvez faire des recherches dans tous ces contenus-là. Dites-nous ce que vous en pensez. Allez, à bientôt!